Voilà. Alors, Madame Schwartz, une française et un père allemand, vous êtes journaliste, auteure et réalisatrice de nombreux documentaires franco-allemands. Vous plaidez pour un travail de mémoire transnational au service du présent. Vous vous définissez comme une fille de la réconciliation franco-allemande et vous êtes une Européenne convaincue. Alors, parmi vos nombreuses publications, l'ouvrage majeur des Amnésiques, paru en 2017, que vous trouvez dans la pièce à côté, publié en français et en allemand. En allemand, die Gedächtnislosen. Voilà, madame, vous avez la parole. Une petite demi-heure, puis les questions. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour. Je crois que vous ne l'avez pas mentionné, mais c'est un honneur pour moi d'être de retour dans ma ville natale, puisque je suis venue à Strasbourg il y a quelques décennies de cela, avant de déménager dans la région parisienne. Et chaque année, nous faisions un détour par Strasbourg pour rejoindre Mannheim, la ville natale de mon père. Et nous restions là-bas dans la maison familiale, et je me souviens qu'à la cave, il y avait des classeurs avec des papiers jaunis à l'intérieur. Et c'est seulement récemment, il y a quelques années, que je me suis intéressée de plus près à ces papiers. J'ai découvert un contrat datant de 1938, stipulant que mon grand-père, Karl Schwartz, avait acheté une petite entreprise à une famille juive. 1938 étant une année de descente aux enfers pour les Juifs d'Allemagne, marquée par le transfert forcé de leur commerce, de leurs entreprises, de leurs cabinets, et bien ce contrat révélait que mon grand-père avait profité des mesures antisémites nazies. J'ai également trouvé un échange de lettres datant de l'après-guerre entre mon grand-père et les avocats de l'un des seuls survivants de cette famille juive, Julius Lehmann. Son fils, sa femme et son frère avaient été assassinés à Auschwitz. Après la guerre, Julius Lehmann eut recours à la justice allemande pour demander des réparations à mon grand-père. Mais celui-ci se contenta de plonger dans le déni, refusant d'assumer ses responsabilités. Après un bras de fer de 5 ans, il fut forcé par les tribunaux de verser des réparations à Julius Lehmann. Cette découverte est le point de départ d'une enquête sur l'histoire de ma famille franco-allemande, qui a donc fait l'objet d'un livre, Les Amnésiques. Je n'ai pas connu mon grand-père allemand, il est mort avant ma naissance. Quant à ma grand-mère, elle est décédée quand j'avais 6 ans. Aussi, pour mieux les connaître, j'ai fait appel à 2 témoins directs, mon père et sa sœur, Tante Ingrid. Tante Ingrid, quand je l'interrogeais, ne cessait d'excuser le comportement de son père. Elle disait « Nous ne pouvons pas nous mettre à leur place. Il vivait sous une dictature, il fallait être un héros pour résister. » Mon père, lui, était beaucoup moins indulgent. Il disait « Ce qui me dérange, ce n'est pas qu'ils aient fait le salut nazi, car je l'aurais peut-être fait moi aussi. C'est qu'après la guerre, malgré la révélation des atrocités commises, ils ne condamnaient toujours pas clairement le Troisième Reich, ni ne reconnaissaient leurs responsabilités. » D'où vient cette différence de perception entre mon père et sa sœur? Ma tante est née 7 ans avant mon père, en 1936. Elle a subi des bombardements massifs sur Mannheim, les destructions, la détresse de l'après-guerre. Mon père, lui, est né en 1943. Il a eu une adolescence confortable, dans une Allemagne en plein miracle économique. Il fait partie de la génération qui, dans les années 60, a forcé la société allemande à faire face à son passé nazi. Donc nous voyons ici des témoignages sont souvent filtrés par l'expérience de l'émotion, la tristesse, la colère, mais aussi l'amour et la loyauté. Notre mémoire change aussi avec le temps en fonction de ce dont nous avons besoin de nos souvenirs pour donner une cohérence à notre existence, un sens à notre présent. Aussi, ai-je dû confronter ces témoignages au travail des historiens, des psychologues, des sociologues, pour répondre à une question majeure. Comment un individu ou une société entière bascule-t-elle dans la complicité d'un régime, d'une doctrine criminelle? Ou, pour reprendre l'intitulé de cet exposé,
Comment devient-on nazi? Lourde est la responsabilité d'écrire sur une période que l'on n'a pas connue soi-même et de juger des personnes qui ne sont plus là pour se défendre. Je voulais être aussi juste que possible avec mon grand-père et avec ces millions d'Allemands qui, comme lui, sont devenus des Mitläufer, des suiveurs, des complices plus ou moins passifs du régime nazi. Je me suis d'abord posé la question de savoir ce que mes grands-parents savaient, car il est facile de juger a posteriori, avec à notre disposition des connaissances qu'à l'époque peu de personnes avaient. L'historien Raoul Hilberg estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de personnes impliquées dans l'organisation logistique et dans l'exécution de la Shoah. Les hauts dirigeants du Reich, des bureaucrates dans quasiment tous les ministères, les tortionnaires des camps, les Einsatzgruppen, une partie de la Wehrmacht, des cheminots, des médecins, des entreprises allemandes. Mais l'immense majorité de la population ne savait pas que les Juifs étaient gazés à l'issue de leur déportation. Même un opposant déterminé au nazisme comme le philosophe Karl Jaspers a affirmé n'avoir jamais entendu parler des chambres à gaz avant 1945. Des survivants, victimes et bourreaux l'ont dit. Les Juifs ne savaient pas ce qui les attendait quand la porte des wagons à bestiaux où ils avaient été agglutinés pendant des jours s'ouvrait sur la rampe d'Auschwitz. Ne pas divulguer le secret était la condition sine qua non du bon fonctionnement de la solution finale. Si les Juifs avaient su, ils auraient paniqué et rendu les déportations très difficiles. Cependant, s'il était difficile d'imaginer Auschwitz, il était impossible de n'avoir rien vu, rien entendu, comme la génération de mes grands-parents l'a prétendu jusqu'à sa mort. Mes grands-parents vivaient en ville, à Mannheim, où l'information circule rapidement. Les camps de concentration qui étaient disséminés à travers l'Allemagne et les mauvais traitements qui subissaient les détenus étaient connus. Les assassinats de rivaux ou d'opposants politiques au régime n'étaient pas un secret. Quant à la persécution des Juifs, elle se déroulait en plein jour, en pleine nuit. Les descentes de SS et de SA braillant, faisant claquer leurs bottes et semant la terreur, gênaient sans doute beaucoup d'Allemands qui auraient préféré que la répression se déroule loin de chez eux. Mais ils s'en accommodaient en se disant qu'Adolf Hitler était soit étranger à ces exactions, soit qu'il avait de bonnes raisons de le faire. Il suffisait pour mes grands-parents de traverser le pont au-dessus du fleuve Neckar et rejoindre la vaste zone piétonne du centre de Mannheim, bordée de magasins, pour voir des devantures de boutiques juives couvertes d'étoiles de David. Il est impossible qu'ils aient ignoré la propagande antisémite omniprésente. Ils avaient aussi nécessairement eu vent des dégâts de la nuit de cristal du 9 novembre 1938 et la carcasse de la synagogue incendiée, située en plein centre-ville, près du Grand Marché, n'avait pas pu leur échapper, ni à personne d'autre d'ailleurs. Enfin et surtout, ils avaient nécessairement vu ou entendu parler de la déportation de demi-juifs de Mannheim arrachés de leur domicile en plein jour le 22 octobre 1940, rassemblés dans différents points de ralliement de la ville, puis transférés à pied ou en bus vers la gare pour être déportés. Certains traversèrent le centre-ville en cortège sous les yeux des habitants. La déportation des Juifs de Mannheim et de 4500 autres Juifs du sud-ouest de l'Allemagne était la première de cette ampleur dans le Reich et devait servir de test pour sonder la réaction des citoyens. Comme on écrit des témoins juifs, quelques-uns applaudissaient, certains regardaient, d'autres se détournaient, visiblement de honte. Si certains avaient protesté, si des personnalités de la ville, si des hommes d'église s'en étaient mêlés, peut-être qu'Adolf Hitler aurait reculé. Mais l'opération, je cite, se déroula sans heurts ni incident, commenta dans un rapport Reinhard Heydrich, le chef du ministère de la Sécurité du Reich. La reconnaissance de l'objectif précis des déportations des Juifs ne dédouane donc pas la majorité du peuple allemand de sa responsabilité d'avoir laissé persécuter, exproprier
et piller ses voisins, ses collègues, ses commerçants, d'y avoir parfois participé et d'avoir assisté sans protester aux déportations. Si le peuple allemand n'était pas informé de tous les crimes et était délibérément maintenu dans l'incertitude quant à sa spécificité, écrit la politologue juive d'origine allemande Hannah Arendt, les nazis avaient fait en sorte que chaque Allemand soit au courant d'au moins une histoire horrible. Il n'avait donc pas besoin de connaître tous les crimes commis en son nom de manière précise pour comprendre qu'il était devenu le complice d'un crime indicible. Après m'être interrogée sur ce que mes grands-parents savaient, je me suis posé la question de l'endoctrinement. Était-il devenu nazi par aveuglement? Avait-il victime d'endoctrinement? Ni mon grand-père ni ma grand-mère n'avaient voté pour le parti nazi lors des élections précédant l'accès au pouvoir d'Hitler en janvier 1933. Ils n'étaient pas politisés et ne comprenaient pas grand-chose aux doctrines nazies. Mais comme beaucoup d'Allemands, ils allaient tomber sous le charme de l'impressionnante entreprise de séduction orchestrée par les nazis. Dans les premières années du Troisième Reich, la population allemande en général était un peu sur sa réserve. Mais lorsqu'en quelques années, grâce à un endettement colossal, l'État relança l'économie permettant de diviser par 6 le nombre de chômeurs, Hitler fut célébré en héros. Après le marasme économique que les Allemands avaient connu après la Première Guerre mondiale et à nouveau lors de la terrible crise de 1929, le niveau de vie qu'offrait le Troisième Reich semblait relever du miracle. La classe ouvrière était reconnaissante d'avoir du travail et heureuse d'avoir, je cite, de la viande dans la soupe, comme un témoin m'a dit un jour. Alors que le national-socialisme, malgré son nom, n'avait aucunement l'intention de changer l'ordre social dominé par la bourgeoisie, le Troisième Reich réussit avec habileté à susciter un sentiment d'égalité auprès des couches populaires. Il leur vendait l'utopie de la Volksgemeinschaft, un corps social uni, en communion avec le Führer, débarrassé des tensions sociales, à condition de se débarrasser des éléments présumés nocifs, comme les juifs, les communistes, les marginaux. Le régime servait des soupes populaires dans les villes, et à travers l'organisation de loisirs Kraft durch Freude, il proposait aux travailleurs une grande variété de divertissements à des prix accessibles. Des cours de danse, du sport, des randonnées, des soirées théâtrales et musicales. De quoi faire oublier aux travailleurs que le Reich avait brutalement supprimé les syndicats. L'organisation Kraft durch Freude proposait aussi des vacances subventionnées à la mer, à la montagne, et même, luxe inouï, des croisières à bas prix. Ma grand-mère allemande participa ainsi à une croisière en Norvège. Longtemps après la guerre, elle parlera encore de ce voyage à bord d'un bateau flambant neuf avec cabine privée, piscines et restaurants, un luxe inimaginable pour une femme de sa classe sociale. De quoi lui faire oublier que son père bien-aimé avait été un fervent partisan du Parti socialiste allemand sous la République de Weimar. Ce qu'il faut bien comprendre, m'a dit un jour un témoin qui avait 20 ans à l'époque, c'est qu'à partir de 1935, il régnait une ambiance euphorique en Allemagne. Une ambiance de fête, sauf bien sûr pour ceux qui étaient persécutés. C'était la fin de la grisaille et de la désolation. On mangeait, on travaillait, on s'amusait. Il y avait des fêtes populaires völkisch. Le national-socialisme faisait rêver les Allemands à travers des pancartes publicitaires diffusant des images d'idylles familiales, en harmonie avec la nature, de plaisir du devoir accompli, et d'amour même, comme sur une photo montrant un jeune couple s'enlaçant sur une plage, caressé par un grand drapeau nazi. Mais le Reich séduisait également en diffusant une image de force et de virilité, d'invulnérabilité presque surnaturelle. Il excellait dans la mise en scène mystique de son pouvoir, à travers des défilés et des rassemblements du parti qui subjuguaient les spectateurs. Descente au flambeau, discipline militaire implacable, esthétique rythmée des drapeaux et des mains levées,
architecture imposante, appel scandé à l'action radicale. Mon grand-père, qui n'avait pourtant pas l'âme d'un guerrier ni d'un fanatique, n'a pas résisté à la curiosité d'aller à Nuremberg pour assister à ce spectacle pompeux, dont on disait que même les moins favorables au national-socialisme revenaient étourdis. Qui n'avait pas envie, après tant de souffrances, de se laisser bercer par cette utopie totalitaire qui faisait des Allemands une race supérieure? Une clé essentielle du succès du Troisième Reich fut de satisfaire des catégories a priori antagonistes de la société allemande. Non seulement il sut gagner les couches populaires et bourgeoises, mais réussit également à obtenir l'adhésion de l'élite conservatrice et éduquée. Captivée par le ton anticommuniste et antidémocratique du Führer et le rejet de la pensée rationnelle en faveur d'une mystique envoûtante. Cette élite céda aux sirènes de l'homme providentiel qui forgerait une nouvelle Allemagne puissante et un peuple nouveau, beau, pur et fort. Il n'était probablement pas évident de ne pas se laisser aveugler par cet arsenal de séduction. Mais il y a de la marge entre succomber à l'euphorie générale et devenir complice de crimes d'État les plus abjects. Les raisons de ce glissement de la société allemande vers la violence brute sont à chercher dans des mécanismes socio-psychologiques propres à toute société humaine, donc intemporelle et universelle. Il y a l'indifférence par paresse intellectuelle ou égoïsme qui tue parfois davantage que les armes. Mais dans le cas du Troisième Reich, c'est surtout par opportunisme et par conformisme que la majorité des Allemands sont devenus des Mitläufer, des crimes nazis. Au début, l'opportunisme. Au début, la société allemande puisait son enthousiasme pour le national-socialisme dans une confiance renouvelée en la force de la patrie et en des jours meilleurs, et non dans l'obsession antisémite des dirigeants nazis. L'antisémitisme n'était pas plus répandu qu'en France, et beaucoup de citoyens avaient autre chose à faire que de chasser les juifs simplement parce qu'ils étaient juifs. Mais lorsque les occasions se multiplièrent de profiter de cet harcèlement à des fins personnelles, l'engouement pour la cause raciale finit par prendre, et à tous les niveaux de la société. Même dans les milieux éduqués, il se trouva peu de professeurs d'université, de scientifiques ou de juristes pour s'opposer à l'exclusion de collègues juifs. Les postes libérés n'étaient-ils pas une aubaine pour ceux qui n'avaient pas pu accéder auparavant de par leur manque de compétences? Se débarrasser de concurrents était aussi une source d'antisémitisme chez les médecins, les avocats et les commerçants. Profiter de la clientèle de confrères en difficulté était si tentant que certains n'hésitaient pas à annoncer dans leur vitrine « Achetez ici dans un magasin allemand ». Des commerçants juifs en détresse en vinrent à ressortir leurs médailles de la Première Guerre mondiale qu'ils épinglaient sur leur veste pour faire valoir leur patriotisme. Mon grand-père n'est pas devenu nazi par conviction, mais par opportunisme. N'étant pas particulièrement antisémite, ni aveuglé par l'idéologie nazie, il devait se rendre compte de la honte qu'il y avait à profiter de la détresse des Juifs. Et pourtant, en 1938, lorsque le pillage organisé des Juifs s'accéléra à travers les mesures d'arianisation, Karl Schwarz ne résista pas à la tentation de faire une bonne affaire dans des conditions très avantageuses pour l'acheteur. Quelques années plus tard, j'ignore quand exactement, il acquitte également des meubles de compatriotes juifs qui avaient été déportés. Car après la déportation des Juifs de Mannheim en octobre 1940, leurs appartements avaient été mis sous scellés et les biens vendus aux enchères. Ce qui rendait ces enchères vraiment nauséabondes, c'était que la plupart avaient lieu à l'intérieur même des appartements des Juifs. Les acheteurs savaient donc très concrètement à qui les choses avaient appartenu. Certains les connaissaient, il s'agissait de voisins, du boulanger du coin, du tailleur de la famille. Comment est-il possible que la vue d'une chambre d'enfant, avec des petites chaussures attendant le retour de leur jeune propriétaire,
la vue de photos de famille sur les murs de ces existences sauvagement interrompues, ne les ait pas saisis à la gorge et fait renoncer. La cupidité et l'avidité les rendaient impitoyables. Les contemporains observèrent une véritable ambiance de chercheurs d'or, tandis que le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, racontait que ses compatriotes ariens se précipitaient comme des vautours sur les miettes tièdes des Juifs. Cette conduite me semble capitale car elle discrédite à mon sens l'excuse principale de la génération de cette époque, n'avoir rien su du sort final des Juifs. Ceux qui s'arrachaient les biens des Juifs ne se doutaient-ils pas que leur propriétaire n'allait jamais rentrer, ni être en mesure de les réclamer, parce que morts ou presque? Face à la déportation des Juifs, la population allemande s'est rendue coupable d'apathie. Face à la spoliation des Juifs, elle a brillé par son sens de l'initiative et son absence de scrupules. En témoignant de son aptitude au crime, elle a conforté les dirigeants du Troisième Reich dans leur entreprise inhumaine et préparé la voie au meurtre. Avec l'opportunisme, un autre mécanisme socio-psychologique majeur qui a conduit et peut conduire une société à basculer dans le crime est le conformisme. Les nazis ont régulièrement jaugé les Allemands pour voir jusqu'où ils pouvaient aller dans la discrimination à l'égard des Juifs, en poussant un peu plus loin au fur et à mesure. Le défi était de taille. Il fallait justifier le crime et la persécution des faibles, ce qui n'était pas simple dans une société baignée de valeurs chrétiennes. Ces valeurs chrétiennes embarrassaient profondément Adolf Hitler, qui fantasmait un monde débarrassé du christianisme. Selon lui, cette religion avait inoculé, je cite, mollesse et docilité à la culture européenne, là où jadis brillait la civilisation gréco-romaine. Il avait cultivé l'échec humain, en prenant la protection des faibles, au lieu de laisser la sélection naturelle des meilleurs faire son œuvre. Pour gagner l'adhésion des Allemands à son nouvel ordre racial, il fallait donc détruire cet ancien ordre moral et inverser les valeurs. Que le bien devienne mal et le mal devienne bien. Pour ce faire, les nazis changèrent les lois. Ils rendirent le crime légal. Pour nombre d'Allemands très attachés aux lois, la légalisation de la violence et de la persécution envers les Juifs et les opposants agirent comme une absolution morale, un encouragement à les accepter, voire à s'en rendre complices. Dans l'esprit de mon grand-père, c'est ainsi en toute légalité qu'il avait acheté un commerce juif et payé le prix du marché du moment. Il était d'autant plus aisé de se conformer à ces lois qu'elles autorisaient le pillage et satisfaisaient le narcissisme inhérent à tout être humain. C'était magnifique de faire partie d'un peuple d'élus, écrivent les psychanalystes Alexander et Margaret Mitscherlich dans les années 60. L'instrumentalisation du droit devait permettre de légitimer la loi du plus fort afin de servir la Weltanschauung nazie et la supériorité raciale supposée du peuple allemand. Cela impliquait de démolir au moins deux piliers de l'enseignement chrétien. Que tous les hommes sont créés égaux et ont droit à une même dignité, et que les forts ont la responsabilité de protéger les faibles. C'est là qu'une autre loi, la loi de Dieu, aurait pu servir de compas moral aux Allemands pour les remettre sur le droit chemin. L'Église protestante, qui guidait si fortement la conscience de ma grand-mère, aurait eu une influence déterminante si elle s'était prononcée clairement contre le nazisme. Mais à part une minorité de la Bekennende Kirche, qui résistait avec un courage rare, l'Église protestante a donné sa bénédiction au Führer, espérant qu'à la démocratie honnie succéderait un régime chrétien autoritaire adapté à l'esprit allemand protestant. En enquêtant sur mon histoire familiale, une question n'a cessé de me tarauder. Dans quelle mesure était-il possible pour des hommes et des femmes ordinaires comme mes grands-pères, comme mes grands-parents, de ne pas être nés sous le
sans risquer sa vie? Dans quelle mesure était-il possible de ne pas être un Hitler? Bien sûr, il y avait la peur d'un système répressif, décourageant toute dissidence. Toute réticence pouvait vous valoir le harcèlement continu de suppôts du parti nazi. Il était aussi difficile de ne pas se laisser intimider par la violence des SS et des SA, le meurtre et l'envoi de communistes et de sociodémocrates dans les camps de concentration. La répression se durcit considérablement pendant la guerre. En revanche, avant la guerre, les marges de manœuvre n'étaient pas aussi étroites que cela pour la population. L'adhésion à une organisation nazie était préférable si l'on voulait accélérer sa carrière, mais pas obligatoire. Et critiquer le régime portait peu à conséquence si l'on n'était pas un personnage public. Il était surtout possible de ne pas franchir le pas entre tolérer le crime et y participer. Il suffisait par exemple de refuser de reprendre le poste d'un collègue licencié parce que juif et de ne pas prendre part à l'organisation. Même dans la hiérarchie militaire nazie, il était possible de dire non. Ainsi, si un soldat de la Wehrmacht ou de la SS refusait de tuer un juif, un civil ou un prisonnier soviétique, il perdait peut-être en prestige auprès de ses camarades, obtenait un avertissement. Mais les experts n'ont à ce jour pas trouvé de cas où un soldat aurait payé un tel refus de sa vie. Un épisode en particulier avait démontré que la population n'était pas aussi impuissante qu'elle voulait le faire croire après la guerre. En 1941, la contestation de citoyens et de dignitaires catholiques et protestants allemands avait réussi à interrompre le programme d'extermination de personnes handicapées mentales et physiques ou jugées comme telles, ordonné par Adolf Hitler dans le but de purger la race aryenne de ses vies sans valeur. Alors que cette opération secrète, baptisée Action T4, battait son plein, Hitler céda face à l'indignation des églises et l'indignation populaire et mit fin à son projet. Cette indignation n'a pas eu lieu envers le sort des Juifs. Je me suis souvent demandé ce que moi j'aurais fait à l'époque. Je ne saurais jamais. Mais ce qui importe, je l'ai compris en lisant ces lignes de l'historien Norbert Frey. Que nous ne sachions pas comment nous nous serions comportés ne veut pas dire que nous ne sachions pas comment nous aurions dû nous comporter. Merci. Voilà, un très grand merci pour ce regard dans la vie d'une famille où le nazisme avait ses entrées. Selon lui, cette religion avait inoculé, je cite, mollesse et docilité à la culture européenne, là où jadis brillait la civilisation gréco-romaine. Il avait cultivé l'échec humain en prônant la protection des faibles au lieu de laisser la sélection naturelle des meilleurs faire son œuvre. Pour gagner l'adhésion des Allemands à son nouvel ordre racial, il fallait donc détruire cet ancien ordre moral et inverser les valeurs. Que le bien devienne mal et le mal devienne bien. Pour ce faire, les nazis changèrent les lois. Ils rendirent le crime légal. Pour nombre d'Allemands très attachés aux lois, la légalisation de la violence et de la persécution envers les Juifs et les opposants agirent comme une absolution morale, un encouragement à les accepter, voire à s'en rendre complices. Dans l'esprit de mon grand-père, c'est ainsi en toute légalité qu'il avait acheté un commerce juif et payé le prix du marché du moment. Il était d'autant plus aisé de se conformer à ces lois qu'elles autorisaient le pillage et satisfaisaient le narcissisme inhérent à tout être humain. C'était magnifique de faire partie d'un peuple d'élus, écrivent les psychanalystes Alexander et Margaret Mitscherlich dans les années 60.
L'instrumentalisation du droit devait permettre de légitimer la loi du plus fort afin de servir la Weltanschauung nazie et la supériorité raciale supposée du peuple allemand. Cela impliquait de démolir au moins deux piliers de l'enseignement chrétien. Que tous les hommes sont créés égaux et ont droit à une même dignité, et que les forts ont la responsabilité de protéger les faibles. C'est là qu'une autre loi, la loi de Dieu, aurait pu servir de compas moral aux Allemands pour les remettre sur le droit chemin. L'Église protestante, qui guidait si fortement la conscience de ma grand-mère, aurait eu une influence déterminante si elle s'était prononcée clairement contre le nazisme. Mais à part une minorité de la Bekennende Kirche, qui résistait avec un courage rare, l'Église protestante a donné sa bénédiction au Führer, espérant qu'à la démocratie honnie succéderait un régime chrétien autoritaire adapté à l'esprit allemand protestant. En enquêtant sur mon histoire familiale, une question n'a cessé de me tarauder. Dans quelle mesure était-il possible pour des hommes et des femmes ordinaires comme mes grands-pères, comme mes grands-parents, de ne pas être nazis sous le Troisième Reich, sans risquer sa vie? Dans quelle mesure était-il possible de ne pas être un Hitlerjäger? Bien sûr, il y avait la peur d'un système répressif, décourageant toute dissidence. Toute réticence pouvait vous valoir le harcèlement continu de suppôts du parti nazi. Il était aussi difficile de ne pas se laisser intimider par la violence des SS et des SA, le meurtre et l'envoi de communistes et de sociodémocrates dans des camps de concentration. La répression se durcit considérablement pendant la guerre. En revanche, avant la guerre, les marges de manœuvre n'étaient pas aussi étroites que cela pour la population. L'adhésion à une organisation nazie était préférable si l'on voulait accélérer sa carrière, mais pas obligatoire. Et critiquer le régime portait peu à conséquence si l'on n'était pas un personnage public. Il était surtout possible de ne pas franchir le pas entre tolérer le crime et y participer. Il suffisait par exemple de refuser de reprendre le poste d'un collègue licencié parce que juif et de ne pas prendre part à l'organisation. Même dans la hiérarchie militaire nazie, il était possible de dire non. Ainsi, si un soldat de la Wehrmacht ou de la SS refusait de tuer un juif, un civil ou un prisonnier soviétique, il perdait peut-être en prestige auprès de ses camarades, obtenait un avertissement. Mais les experts n'ont à ce jour pas trouvé de cas où un soldat aurait payé un tel refus de sa vie. Un épisode en particulier avait démontré que la population n'était pas aussi impuissante qu'elle voulait le faire croire après la guerre. En 1941, la contestation de citoyens et de dignitaires catholiques et protestants allemands avait réussi à interrompre le programme d'extermination de personnes handicapées mentales et physiques ou jugées comme telles, ordonné par Adolf Hitler dans le but de purger la race aryenne de ses vies sans valeur. Alors que cette opération secrète, baptisée Action T4, battait son plein, Hitler céda face à l'indignation des églises et l'indignation populaire et mit fin à son projet. Cette indignation n'a pas eu lieu envers le sort des Juifs. Je me suis souvent demandé ce que moi j'aurais fait à l'époque. Je ne saurais jamais. Mais ce qui importe, je l'ai compris en lisant ces lignes de l'historien Norbert Frey. Que nous ne sachions pas comment nous nous serions comportés ne veut pas dire que nous ne sachions pas comment nous aurions dû nous comporter. Merci. Voilà, un très grand merci pour ce regard dans la vie d'une famille où le nazisme avait ses entrées, et dans ce cas, dans la vie de votre propre famille et des grands-parents. Merci pour votre description et pour votre honnêteté. La parole est maintenant
à la salle. Voilà, je m'appelle Jean-Pierre Montet. Mon grand-père était allemand et nazi. Il a été jugé après la guerre. Mon père était résistant, appartenait à la première armée française. J'ai mon jugement, j'ai du mal à partager ce que vous avez dit. Parce que pour moi, le régime nazi est surtout un régime qui sait organiser la répression, qui sait organiser la bassesse humaine, qui sait empêcher toute réaction. C'est la Russie actuellement. Toutes les dictatures fonctionnent, savent fonctionner, savent réprimer, savent utiliser tous les travers de l'être humain. Donc je ne partage pas du tout votre point de vue, je suis vraiment désolé. Vous avez tout à fait le droit. Après, il n'y a pas un point de vue particulier, c'est, je pense, le résultat d'enquêtes d'historiens qui ont été réalisées et qui font l'objet de nombreux livres sur l'euphorie qui a gagné les Allemands, surtout à partir du milieu des années 30. Donc, ce n'est pas un point de vue. C'est une réalité qui a aussi été étayée par beaucoup de témoins. Oui, il y a beaucoup de témoins qui conviennent que une dictature, c'est faire en sorte de soumettre un peuple. Mais il y a les deux aspects. Et on souligne un aspect. La prochaine question. Oui, c'est fait. Effectivement, je trouve votre communication tout à fait intéressante parce que vous résumez dans un style journalistique ce que les historiens, après les historiens qui depuis à peu près 30 ans. Et c'est pour ça que c'est bien parce que vous le présentez d'une façon très animée, très journalistique. Et je trouve que c'est très bien. Ma question, c'était finalement le rapport, c'est peut-être même pas une question à vous, mais aux organisateurs de ce colloque, quel est le rapport de votre communication finalement avec notre interrogation ici? Parce que si vous parlez des Mitläufer, en creux, ça veut dire que les pasteurs, par exemple, le clergé alsacien, auraient été Mitläufer. Question un petit peu polémique, sachant que les pasteurs étaient quand même les pères spirituels de leur paroisse, et que c'était peut-être pas des Mitläufer, et que peut-être leur discours était peut-être quand même un petit peu plus, disons, hiérarchique que dans le fait d'être un simple Mitläufer. La question, c'était la question que je voulais vous poser à vous précisément, mais comme vous étiez un petit peu plus global, peut-être que vous ne savez pas trop réagir à cette question. Oui, alors c'est peut-être une question qui s'adresse aux organisateurs qui m'ont invité sur la base de mon livre. Mon livre n'est pas du tout consacré aux pasteurs, aux protestants d'Alsace, mais je pense que, comme je l'ai souligné dans l'exposé, ce qui est intéressant, ce sont ces mécanismes socio-psychologiques qui nous concernent tous, que ce soit les pasteurs, les capitaines d'industrie, les professeurs d'université, les médecins, vous voyez. Et ce qui m'a intéressé dans mon enquête, c'est